イラックは正しい。Yo yo yo, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ilak a raison. Je suis désolé, la semaine dernière il n'y a pas eu de podcast car j'avais pas mal de choses à faire. J'ai notamment organisé ma première soirée à Montréal, c'était vraiment cool pour la culture qu'elle s'appelait. Merci à toutes les personnes qui sont venues, ça m'a grave chauffé parce qu'en fait... il n'y a pas beaucoup de clubs qui jouent du rap à Montréal. Et du coup, de faire une soirée rap, afro. Après, on a mixé les gens. Hein. Rap, baile, funk, rap, électro. Mais entendre du gros rap à Montréal, ça faisait plaisir. Et bref, je voulais remercier les gens pour ça. Mais bon, trêve de blabla. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet d'actualité, je pense. C'est celui des industries plaintes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement? Pourquoi suscite-t-il autant de controverses? Et surtout, qu'est-ce que ça implique dans l'industrie? Et qu'est-ce que ça change d'avoir des industries plaintes? Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des industries plaintes ou qui ne connaissent pas ce terme, sachez qu'à la fin de ce podcast, vous serez un tout petit peu plus au fait, voire un peu plus intelligent, ça serait beau. Bref, parlons des industries plaintes. Générique! イラックは正しい。Surprise, motherfucker! Bref, commençons par définir le terme. Alors, qu'est-ce qu'un industry plant? Un industry plant est un artiste qui donne l'impression d'être indépendant et authentique, mais qui bénéficie en réalité du soutien financier et promotionnel de l'industrie musicale. Donc c'est souvent des artistes qui peuvent sembler surgir de nulle part, qui ont un succès très rapide et fulgurant, et ça alimente souvent les soupçons sur leur ascension. Et car des gens pensent qu'ils sont poussés et encouragés par des forces occultes de l'industrie. Ouais, ça crée pas mal de jalousie et tout, ce truc-là. En fait, le terme industrie plainte, il est rapidement devenu pour beaucoup péjoratif. C'est limite devenu l'insulte préférée pour tout nouvel artiste qui explose trop rapidement, selon certaines communautés en ligne et théoriciens du complot. Mais moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qu'est réellement être un industry plant. Est-ce qu'ils existent d'ailleurs? Et si oui, est-ce vraiment important en fait? La question se pose car tous les ans, la pertinence des tops type artistes à surveiller, rappeurs à suivre, que proposent les médias, bah ça s'atténue en fait. La plupart des artistes que les médias découvrent ou qu'ils tentent de mettre en avant, bah c'est souvent des flops, c'est rarement eux les grosses têtes d'affiche. Ils arrivent souvent quand les artistes ont déjà pété. Et à une époque comme la nôtre, avec le streaming et des TikTok et tout ça, prédire ce qui va être populaire, c'est vraiment devenu une loterie, quoi. Mais pendant les périodes de stabilité relative dans l'industrie musicale, je pense qu'il y avait certaines trajectoires qui semblaient plus inévitables. Par exemple, au début des années 2000, 50 Cent, il arrive, il avait un gros buzz signé par Dre, Eminem, les sons étaient chauds, tout le monde sentait que ça allait péter. Et c'était comme ça à toutes les époques. Quand Kanye il est arrivé, il a fait son beurre. Et quand il a fait son troisième album avec Stronger, il est vraiment devenu international. Tu sais, des fois, il y a des artistes, tu sens qu'ils vont péter. Genre quand Drake il avait fait So Far Gone, les gens ils sentaient, tu vois. Et avant, c'était beaucoup plus évident parce que les choix des gens étaient basés sur la qualité de la musique, sur l'émotion qu'ils ressentaient en écoutant des artistes. Et souvent, ces artistes-là s'adressaient à une niche. Et la niche était conquise et après s'élargissait et ça devenait le grand public. Alors que maintenant, avec TikTok, on a vu des phénomènes assez dingues. Avec une chanson, tu peux devenir super connu. Et des fois même, les gens connaissent ta chanson, mais ils connaissent le refrain et pas les paroles. Donc ils ne savent pas qui tu es. Sauf à l'exception des artistes ayant des fortes personnalités, qui savent se mettre en avant, tout ça, ou qui ont une personnalité attachante, bah c'est très dur aujourd'hui d'être un artiste et de se faire
apprécié dans la durée, du coup. Et c'est pour ça que, comme le public s'attache beaucoup plus aux artistes qu'il voit démarrer, en fait, le public aime suivre l'histoire d'un artiste. Genre Drake, il était dans Degrassi, il est devenu acteur, il a signé chez Young Money, il a fait ses albums, etc. Et depuis, on suit son histoire, que ce soit à travers ses albums ou à travers sa vie personnelle. Quand il a eu un enfant, ça s'est su avec un diss track, tout ça. Tu sais, c'est devenu un show, quoi. Et les gens sont friands de ce genre de choses. Ils veulent suivre le début de l'histoire d'un artiste et voir comment il évolue. Et pour ça, il y a toujours le truc de, faut que l'artiste soit authentique, faut qu'il soit vrai, faut que ce soit pas un mytho ou une menteuse. Et c'est pour ça que je pense que c'est dans cette réflexion que sont nées les industries plant. Parce qu'en gros, moi je sais que à l'époque, je faisais de la musique en France et il y a une maison de disques, il me semble que c'était Sandrine Rincer de Warner Chappell qui m'avait proposé un truc comme ça. Elle m'avait proposé, elle voulait me signer et elle m'avait dit en fait ce qu'on peut faire, c'est on te signe et pendant 6 mois, on travaille tes singles, on les pousse et tout, mais on dit pas que t'es signé ici encore, tu vois. Donc moi ayant eu cette expérience et cette proposition à l'époque, et bah, je me dis que ça doit forcément exister aux États-Unis. Donc voilà. Mais en étant en industrie plant, donc poussé par un label ou l'industrie de la musique de manière implicite, sans que ce soit su du grand public, bah ça fait gagner à l'artiste un élan, un élargissement de son public. Il obtient car avec le soutien des labels, tout ça, et bah, tout devient plus évident. C'est comme si tu découvres un mec qui sort de nulle part, il fait une chanson qui te plaît un peu, et là tu vois tout le monde se met à en parler, les médias se mettent à en parler, les radios se mettent à le jouer, et toi t'es en mode ah ouais je l'ai découvert à ce moment-là, et là tout le monde commence à kiffer, donc je monte dans le train en fait, je suis la vague. Alors que parfois, tout ça, c'est orchestré par des maisons de disques qui envoient le single aux radios, qui font des sorties normales, quoi, mais à l'exception qu'ils ne disent pas que ce sont eux derrière le projet. Ils peuvent payer le clip, tout ça, mais voilà. Et l'artiste se fait passer pour un artiste indépendant pendant une certaine période avant d'annoncer sa signature, qui est souvent annoncée avant la sortie d'un premier album. Et cependant, faire appel à des experts pour prédire les véritables artistes en plein essor à l'ère du streaming, de TikTok, ça semble maintenant aussi démodé que de tenter de lancer des sorts pour invoquer des dieux, wesh. À l'époque où les chansons pop de chambre créées par des adolescents peuvent exploser et devenir virales du jour au lendemain, on l'a vu avec des artistes comme Billie Eilish, on l'a vu avec Old Time Road. À une époque où, je sais pas, Kate Bush peut reprendre la première place après 37 ans grâce à la diffusion de sa musique lors d'une émission Netflix, c'est ouf. Là, on est vraiment à une époque où un groupe post-punk culte écossais, donc Life Without Buildings, je crois, ils peuvent cumuler plus de 11 millions de lectures sur Spotify grâce à une chanson qui a été poussée sur TikTok. Alors que les mecs n'avaient jamais fait ce genre de chiffre avant. En fait, il est vraiment évident que le véritable pouvoir de ce qui explose percute ou définit le ton de l'année. Ça réside avec un petit push-up de l'industrie. Parce que des fois, même les tendances TikTok, en fait, c'est des campagnes prises par les labels, quoi. Donc, c'est fou. Là où les labels, la presse, la radio et autres établissaient autrefois un agenda pour l'année, où bah, aujourd'hui, c'est plus possible. Tout va tellement vite, tu vois. Et malgré l'engouement croissant de nombreux labels pour TikTok, et même leur tentative de rentrer dans le truc et tout, bah, ils ont du mal. Les maisons de disques ne développent plus d'artistes, en fait. Les maisons de disques ne savent plus faire de développement. Donc, ils signent souvent des artistes qui ont déjà pété. Bah, c'est un peu triste à dire, mais le phénomène d'industrie pleine, c'est un peu la dernière forme de développement d'artistes. C'est en mode, ok, on t'aide quand même, mais en plus, c'est beaucoup plus financier qu'artistique, je pense. Parce que, waouh, les DA en maison de disques, c'est quelque chose, maintenant, en 2023.
Et bah oui, parce qu'il y a un souci de rentabilité, du coup ils mettent, pour la plupart, bah après pas tous, hein, il y a toujours des labels avec des passionnés, des labels avec des gens qui s'y connaissent, ou des labels avec des gens qui ne s'y connaissent pas et qui font l'effort de comprendre la culture, de travailler et de connaître afin de devenir bon. Mais ça c'est très rare. Mais en gros, ouais, maintenant les maisons de disques, on va dire, t'as plus des gens venant des milieux du marketing et du commerce, de l'économie, que de l'artistique et de la musique, quoi. Bref, ils n'arrivent plus à trouver les pépites. Et du coup, même si c'était le rôle des médias avant, ça devient de plus en plus obsolète, comme je l'ai dit dans un autre podcast. Mais cependant, en dépit de tout ça, les listes de prédictions pour savoir qui seront les nouveaux artistes à suivre, tout ça, ça continue. Il y a des médias qui continuent avec ce truc. Il y a Bouscapé qui a toujours ses 11 rappeurs à suivre, il me semble. Et il y a BBC, BBC en Angleterre, qui a fait la liste la plus notable, je pense. C'est BBC Sounds Off, qui est une liste qui établit 10 artistes à la fin de chaque année, avec un vainqueur annoncé au début de l'année suivante. Et par exemple, le lauréat de 2023, c'est Flo, avec d'autres nommés tels que Asake, qui a fait Abba Piano, Fred Again, Gabriels, Nia Archive et Big Pig. Et cette liste, en fait, pourquoi elle a du crédit, c'est parce que elle est rédigée par un panel de plus de 130 experts de l'industrie et des artistes et tout. Et du coup, on lui donne un certain crédit. Et à chaque nouvelle publication du sondage BBC Sounds Off, une vague de haine et de critiques et de cynisme est souvent balancée sur Twitter. Car c'est courant que BBC, à travers ses chaînes de télévision et de radio, ses festivals de musique, a le pouvoir de pousser ces artistes nommés relativement en avant. Donc c'est un peu en mode comme si ça devient des industries pleines aussi, tu vois. Genre BBC te sélectionne, ils vont te jouer sur leur radio si t'es dans la liste, ils vont te jouer sur leur radio, ils vont te pousser, ils vont te booker dans leur festival, etc. Bref, ça c'était le premier segment, à savoir qu'est-ce qu'un industry plant. Il est temps de s'intéresser aux origines et à l'évolution du phénomène. Alors, de mémoire, le premier rappeur à avoir été accusé d'être un industry plant était Chance the Rapper. Parce que sa montée rapide dans l'industrie musicale avait suscité des spéculations et des accusations, selon lesquelles son succès aurait été orchestré par l'industrie et les grands labels. Dès qu'il est arrivé, il y avait plein de rappeurs qui le poussaient, il y avait plein de radios qui le jouaient, et c'est comme si tout le monde était unanime sur ce mec. Et la montée fulgurante de Chance the Rapper c'était si rapide, si puissant que beaucoup ont estimé que ça ne pouvait être que le résultat d'un mouvement soigneusement orchestré et soutenu par un label de musique. Et ces accusations sur Twitter, par des blogueurs, étaient vraiment récurrentes, quoi. Donc à chaque fois que quelqu'un réussit, il y a toujours le revers de la médaille, des gens qui lui en veulent, qu'ils le connaissent ou non. Et du coup, c'est de ces critiques contre Chance the Rapper qu'est né le concept d'industry plant. Donc désignant un artiste qui semble se présenter comme indépendant et évoluant à sa guise, mais en fait qui bénéficie du soutien financier et de l'influence de l'industrie pour façonner artificiellement son image et son parcours. Et en gros, le public se sent floué quand il y a un industry plant. Ils se disent, ah ouais, le gars, je croyais qu'il était en indé, je le suivais depuis le début, alors qu'il était déjà signé, tu vois. Et comme un artiste et son public, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Bah, si d'entrée, elle est basée sur le mensonge, que penser? Après, ça fait pop de très bons artistes, hein. Au fil des ans, les accusations qui étaient à la base contre Chance the Rapper se sont étendues d'ailleurs à d'autres genres musicaux, et notamment la pop, l'indie, et même le punk, hein, même la musique punk.
Il y avait des artistes comme Billie Eilish, Elsie, Phoebe Bridge et Clairo. Bah, elles ont toutes été confrontées à des allégations d'être des industries plaintes. Parce que j'avoue que toutes leurs ascensions étaient incroyablement particulières. Et ça alimentait la controverse, la spéculation autour de leur authenticité artistique. Par exemple, par exemple, voilà, la transformation de Lana Del Rey lors de la sortie de son clip Video Game bah, avait également suscité les critiques sévères et une stigmatisation accrue. En gros, dans l'industrie, les femmes, elles en chient, hein, franchement. Ça, force à toutes les femmes de l'industrie de la musique, celles qui font de la musique et tout, parce que ce soit un changement physique, moral, ou aussi une artiste pop trop vite, les critiques, ouah, les clichés, laisse tomber. Elle a accouché, elle a ci, elle a ça. Ils forcent. Surtout que bah, c'est un secret pour personne, hein, l'industrie musicale. C'est plein de gens misogynes. J'en ai côtoyé plein. J'en ai vu plein et j'ai été dégoûté. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais pris mes, j'avais pris mes distances. J'aimais plus trop ça. Mais bon, j'aime trop la culture, j'aime trop la musique. Voilà. Et voilà. Bah ouais, donc je disais, les médias sociaux, en particulier TikTok, ils ont vraiment joué un rôle crucial dans la propagation des accusations contre les industries plaintes. En plus de pousser des morceaux, parce que en fait TikTok c'est comme si c'est un amplificateur instantané. T'as quelque chose à dire, tu le mets sur TikTok, ça a plus grande portée. Tu joues un titre, même un vieux titre, s'il suffit que la trend plaise, ton titre revient au goût du jour, tu vois. Ça amplifie le truc, quoi. Et dans le cas des Tramp Stamps, c'était un groupe de pop-punk qui a été déclaré le groupe le plus détesté sur TikTok. Bah, c'était un exemple frappant. Les gars sont arrivés, ils ont tout niqué. Et bah, leur arrivée instantanée a déclenché une avalanche d'accusations d'être des industries plaintes. Et ça a, industry plaints, et ça a remis en lumière le rôle influent des plateformes numériques dans la formation et la perception publique des artistes émergents. En gros, quand une plateforme te pousse, c'est très mal vu. Je me rappelle, c'était Drake à la sortie de son album Scorpion. Je crois qu'il y avait un truc genre 26 playlists Spotify où il était en cover. Et les gens avaient dit, ok, c'est bien beau de vouloir... ok, Drake, c'était le numéro 1 cette période et tout, mais là, vous forcez un peu, gars, tu vois. Comme le mec avait des titres dans plein de styles musicaux et tout, il était premier de la playlist rap, premier de la playlist latino, premier de la playlist afro, premier... Tu sais, au bout d'un moment, t'as une plateforme de streaming, il y a 20 de tes playlists qui ont le même mec en cover, bah, quoi que tu dises, tu pousses, hein. Du coup... Ça sent l'industrie plainte. D'ailleurs, ouais, parlons des... Je vais vous faire une petite liste d'artistes et de réactions et de controverses concernant des industries plaintes présumées. Parce que les concernés n'avouent jamais. C'est ça qui est beau. Ça crée un mystère. En gros, c'est comme si tout le monde sait que ça existe, mais les gens se demandent si c'est réel ou pas. Bref, parlons des réactions et des controverses. Donc les accusations d'être en industrie plainte ont souvent déclenché des réactions variées de la part des artistes visés. Donc quand t'es accusé d'être en industrie plainte, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu réponds aux accusations, tu prouves, mais après si tu le fais, on peut dire que tu te justifies. Après si tu te tais, ça peut se tasser, ou les gens peuvent accentuer le fait que tu n'en parles pas, ils disent « Ah ben c'est parce que c'est vrai ». Donc c'est bourbier comme situation. Je sais que Chance the Rapper, bah ouais, quand il avait été accusé, lui il était un peu discret, mais un jour, ouais, il a craqué, hein. Le gars il a dit non, j'ai taffé, tout ça. Moi je suis un gars vrai, j'ai ma vision artistique. Ouais, le gars avait craqué, il avait avoué. Et Billie Eilish, lorsque les rumeurs ont circulé selon lesquelles elle est un industry plant, elle a été tout de suite plus ferme. Elle a réagi avec fermeté, elle a défendu son authenticité, son dévouement à la musique, le côté je bosse tout en famille avec mon frère, tu sais, on a créé notre style. En gros, c'est vrai, elle était vraiment saoulée, quoi.
En mode, j'ai travaillé des années pour créer mon style de musique, ma patte, avoir ma patte. Et là, quand ça prend, bah, vous pensez que j'ai été aidé par des maisons de disques et tout. Elle avait vraiment souligné le travail acharné, la créativité nécessaire pour atteindre le succès, en fait. Donc après, elle avait dit non, 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 fuck, je suis pas industrie pleine. Après, il y a Jack Harlow. Jack Harlow, franchement, j'avoue que Jack Harlow, même moi, c'est en voyant la vidéo de Iconic sur lui que j'ai un peu découvert l'histoire du mec. Mais quand Jack Harlow, il a pop, pour moi, c'était gros industrie pleine. Hein. Je le voyais partout et tout. Je disais, mais c'est qui ce mec? En plus, je le trouvais pas incroyable. Donc, j'étais vraiment en mode, moi-même, c'est un industrie pleine, c'est pas possible. Mais face aux accusations d'être un industrie pleine, Jack Harlow, il a choisi une approche différente en mettant en avant son parcours et les efforts qu'il a déployés. En gros, il a reparlé de toutes ses anciennes mixtapes, il a souligné les spectacles auxquels il a participé, les open mic, les nombreux sacrifices. En gros, il a dit ouais, ok, peut-être que maintenant je suis poussé, mais gros, j'ai tout fait en fait. Tu vois, j'ai déjà travaillé des années, j'ai sorti des mixtapes, j'ai fait des lives, je me bats. Ma place, je l'ai méritée, quoi. Bref. Dans chaque cas, les réactions des artistes accusés des industries pleines sont variées, différentes. C'est souvent à la personnalité de l'artiste, quoi. Mais après, à l'époque, comme je vous ai dit, hein, des réseaux sociaux, tout ça, chacun a son interprétation des réactions des artistes et quoi qu'il fasse, c'est toujours bourbier. Tu vas dire oui, je suis un industrie pleine. Ah, t'es un vendu, on t'écoute plus. Tu vas dire non, ah, t'es un menteur. Ah, tu vois, c'est pas simple. Et d'ailleurs, ça a un impact sur l'industrie musicale, ce phénomène d'industrie pleine, et je crois qu'il est grand temps d'en parler. Alors, les accusations d'être un industrie pleine ont des répercussions profondes, en fait, sur l'industrie musicale, remettant en question des notions fondamentales telles que l'authenticité. Donc ça casse un truc parce que le public cherche des artistes authentiques. Quand tu vois Jul claquette chaussette, tu sens que le mec est comme ça et ça parle à son audience et aux gens. Et l'intégrité artistique aussi et l'équité dans l'accès aux opportunités. Je pense que c'est ça que les gens cherchent. Mais les accusations peuvent avoir des conséquences concrètes sur tout ça parce que le public aura une grosse remise en question sur l'authenticité artistique. Lorsqu'un artiste est étiqueté comme une industrie pleine, ça remet en question la perception de ce qu'il représente, en fait, de ce qu'il est. Et les fans, ça casse un truc au niveau de l'identification. Après, il y a le grand public qui s'en fout, qui écoute juste la musique et qui connaît pas le nom des artistes. Eux, rien à foutre. Enfin, eux, ils n'en auront rien à foutre. Mais les vrais fans qui sont aujourd'hui le nerf de la guerre pour un artiste, tous les artistes préfèrent avoir une armée de fans très motivés comme Beyoncé ou les fans de Travis Scott parce qu'ils savent que dans la durée, ça leur permettra de tenir plus longtemps et surtout, c'est toujours mieux vaut avoir, je dis une connerie, 500 fans hardcore que 3000 fans lambda, quoi, qui pourront t'oublier au prochain artiste. Et du coup, les accusations d'être une industrie pleine, non seulement elles peuvent entraîner une perte de confiance de la part des fans, des professionnels aussi de l'industrie, parce que des fois, il y a des marques qui bossent avec les artistes qui peuvent se retirer, qui peuvent dire « Ah, là, t'es un peu dans la sauce, ça parle de toi en mal, on n'a plus envie d'associer notre image à ça. » Donc ça peut avoir des retombées financières, des opportunités en fonction de la virulence du discours sur les réseaux. Et certains artistes peuvent voir leur carrière entravée par les rumeurs persistantes et les controverses. Parce qu'il y a un débat sur l'équité, l'accès aux opportunités. C'est vraiment des questions qui impliquent beaucoup de choses, en fait. Ça met en lumière vraiment le rôle des maisons de disques, des entreprises de gestion dans la création et la promotion d'artistes. Et ça remet en question la possibilité pour des talents émergents, indépendants, de réellement percer dans un paysage où tout est dominé par ces entreprises, par les maisons de disques, par les médias, par les plateformes. Donc,
En gros, le phénomène d'industrie pleine, ça a découragé aussi pas mal de gens qui se disaient putain, en fait, j'aurais beau charbonner comme je veux, si j'ai pas une grosse structure derrière, je percerai jamais. Les gens ne me découvriront jamais parce que j'ai pas mis l'argent, j'ai pas été poussé dans l'ombre, j'ai pas, tu vois. Donc, c'est pas seulement des sujets de controverse, c'est aussi, ça met en lumière des enjeux plus profonds, quoi. Au sein de l'industrie musicale, au sein de la santé mentale des artistes, au sein de la confiance entre le public et l'artiste. Et ouais, la simple existence de l'industrie plainte remet en question les normes et les valeurs qui sous-entendent la création artistique. Ça souligne vraiment la nécessité d'une réflexion critique et d'un dialogue sur la manière dont la musique est produite, promue et consommée. En fait, aujourd'hui, on est vraiment à une époque où la musique est plus consommée qu'écoutée. Et du coup, avoir un industry plant qui sort, qui pop, qui envoie un single qui rapporte beaucoup d'argent, et après, si ça marche plus, on s'en fout, on en fait un autre, bah, y a aussi cette question-là. C'est est-ce que maintenant le nouveau modèle des maisons de disques, ce serait pas de créer des industries plant, essayer de faire des coups, quoi. Manger sur des trucs, parce que parce que ça devient chaud là, hein. Bref, ça fait un moment que je parle, je pense qu'il est temps de conclure. Donc, ma conclusion serait la suivante. L'industrie plants est selon moi un phénomène complexe qui soulève des questions fondamentales sur l'industrie musicale moderne déjà, parce qu'à travers les différents segments de ce podcast, j'ai pu, j'ai pu vous parler bon, des origines du terme, de la première fois qu'il a été employé, de l'impact, de l'impact sur le public, sur l'industrie, sur les gens. Et moi, je me dis que, ouais, est-ce que c'est pas un nouvel aveu d'échec de l'industrie, quoi, l'industrie Plants. Si c'est votre dernière carte pour faire péter un mec, c'est de ne pas dire que vous êtes avec lui, de le pousser dans l'ombre, bah, je sais pas. Parce qu'après, ça va être des carrières, hein, ça va pousser des mecs, ça va lancer des trucs. Donc, ouais, je suis mitigé. Je suis mitigé. En tout cas, je vous laisse tirer vos propres conclusions et aimerais beaucoup lire votre avis dans les commentaires. Parce que, ouais, ça m'intéresserait d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, au fait, pour tous ceux qui ne suivent pas, faut me suivre sur Instagram, c'est Ilakaraison, Ylakarraison. Et bref, ouais, en gros, j'aimerais vraiment échanger avec vous sur ce sujet parce que c'est un sujet actuel, ça me parle et tout, et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Si vous, par exemple, toi, aujourd'hui, si tu découvres un artiste, que t'adores la chanson, et que ça pète, tu le suis, et que dans 8 mois, tu découvres qu'en fait, il était déjà signé, est-ce que tu t'en fous, ou est-ce que ça t'intéresse? Ou est-ce que ça casse un truc, tu vois? C'est plus ça que je veux savoir. Bref, c'était ultra stellaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. D'ailleurs, cet épisode était sponsorisé par vous. Car oui, j'ai créé un Patreon. Et en rejoignant celui-ci, vous aiderez grandement au développement de mes contenus, de la chaîne YouTube et même d'autres idées de programmes que j'ai en tête, que j'aimerais faire. Et je me dis que d'être financé par ceux à qui ça parle, ça pourrait être un bon compromis. En rejoignant le Patreon, vous aurez aussi accès aux vidéos que je monte sur YouTube et aux podcasts en avance. Il y aura des vidéos exclusives. Et j'ai créé un Discord privé dans lequel j'ai juste envie d'échanger avec les gens. Je vous parlerai des fois, je fais des confs live quand je monte les vidéos et tout. En petit comité pour qu'on puisse vraiment être très proche et papoter culture, si ça vous parle. Bref, si le lien est dans la description. Le lien du Patreon, dans tous les cas, c'est patreon.com/ilakaraison. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes très sympa quand même. C'est que t'es une bonne personne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée selon le moment où vous écouterez ce podcast.
Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Il a qu'à raison. Peace!